il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Thibaut Guignard. Il est maire de Pleuc-l'Hermitage, conseiller départemental, j'ajouterai vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, président de Leader France et candidat aux élections départementales. Il est avec nous en direct en studio. Je vous en remercie, Thibaut Guignard. Bonjour. Bonjour. Alors Thibaut Guignard, je le disais en vous présentant, candidat aux élections départementales, ça a été un oui tout de suite. Ça a été un oui tout de suite parce que c'est une candidature qui est en somme une évidence. Je suis conseiller départemental du canton de Plaintel depuis 2015. Je me suis énormément investi au service des 9 communes du canton, des entreprises, des associations, des collèges, des citoyens bien évidemment. Je suis maire de Pleuc-l'Hermitage, une des communes les plus importantes du canton. Donc oui, cette candidature à un deuxième mandat est une évidence pour proposer aux électeurs de continuer mon action. Et bien évidemment, c'est eux qui choisiront au mois de juin. Voilà. Une action de conseiller départemental, elle doit se faire dans le temps ? Je pense qu'elle doit se faire dans le temps parce qu'elle nécessite de connaître le territoire. Nous sommes en plus sur des nouveaux cantons qui ont été redécoupés avant l'élection de 2015. Donc nous sommes sur des nouveaux cantons. Il y a eu des nouvelles équipes et beaucoup de renouvellement au moment des élections municipales. Donc je pense que de la continuité pour ce poste de conseiller départemental qui est un mandat important, le département a des compétences importantes, eh bien je pense que c'est nécessaire d'avoir de la stabilité. Donc stabilité à un moment où on voit quand même que ces élections départementales, alors on n'en parle pas beaucoup, on parle un peu des régionales, mais on n'en parle pas beaucoup. Alors la crise sanitaire est là aussi. Est-ce que vous regrettez justement qu'elles ne soient pas plus mises en avant, ces élections ? Alors aujourd'hui, effectivement, on parle plus des élections régionales que des élections départementales. Ça pose la question de la place du département par rapport à la région, mais on pourra y revenir. Et par rapport à la crise sanitaire, effectivement, on ne sait pas si les élections auront bel et bien lieu au mois de juin. Ça dépendra de la situation sanitaire à ce moment-là. On ne sait pas quel type de campagne nous allons pouvoir faire. Et l'attention de nos concitoyens est plutôt appelée par la situation sanitaire et la crise de la Covid. Mais rappelons tout de même que le département, par ses compétences d'action sociale, de gestion des EHPAD, notamment, est au premier rang dans la lutte contre la Covid. Voilà, donc cette première ligne du département dans cette lutte contre cette pandémie. D'ailleurs, comment ça se passe dans les territoires, par exemple à Pleuc ? Comment vous gérez cette crise ? Bien, la priorité aujourd'hui, c'est la vaccination. On voit bien que les vaccins arrivent. Il y a 30 millions de doses d'annoncées pour le mois de mars. Donc, il va falloir aider les personnes qui sont éligibles, j'allais dire, aux vaccins, qui sont dans les publics prioritaires, à prendre rendez-vous et à se rendre à ces rendez-vous. C'est pour ça qu'à Pleuc-l'Hermitage, nous avons 2 élus, Marie-Claire Thérin et Bruno Valente, qui se chargent de prendre rendez-vous pour les seniors, de regrouper ces rendez-vous et de les covoiturer avec un magnifique minibus marqué Pleuc-l'Hermitage. Voilà, ça c'est pour le côté fun, comme on dit. Exactement. Le minibus. Justement, cette crise, elle a aussi posé beaucoup de questions. Alors, vous parliez des EHPAD à l'instant. On a vu cette peut-être, on va dire, cette découverte de la solitude dans les EHPAD par nos concitoyens qui tout à coup ont vu que nos anciens, bien parfois dans ce cas de crise sanitaire, se retrouvaient bien seuls. On a vu aussi le personnel ou les personnels soignants en première ligne. Est-ce que de votre point de vue d'élu, ça vous interpelle aussi ? Ça vous dit, voilà, il faut aussi qu'on change notre politique, il faut qu'on réfléchisse à d'autres systèmes, à d'autres façons ? Moi, je pense qu'effectivement, cette crise sanitaire a montré qu'on avait certains systèmes qui étaient très fragiles et nous avions un certain nombre d'intervenants, je pense des agents ou salariés des EHPAD, mais aussi dans les professions de santé, dans les hôpitaux, etc., qui travaillaient à flux tendu. C'était souvent dit, mais le mal n'était pas traité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être que l'on ait des priorités dans la dépense publique et la santé en fait partie et la réponse aux crises sanitaires en fait partie, parce que malheureusement, la mondialisation des épidémies, qui en font d'ailleurs une pandémie, fait qu'il y aura à nouveau sans doute des épisodes sanitaires auxquels nous serons sans doute mieux préparés, mais pour autant, il faut qu'on se donne des priorités dans l'affectation de l'argent public, et je pense que la santé et les solidarités en font partie. Alors, sur les territoires ruraux, est-ce que on gère une telle crise comme on pourrait la gérer, cette crise, dans des métropoles ou des territoires beaucoup plus denses ? Je crois qu'on s'est rendu compte que la qualité de vie dans les territoires ruraux était aussi une qualité de vie et de santé, parce que nous sommes moins soumis à la promiscuité. Il y a
moins de contact entre les gens, et on peut supporter un confinement comme on l'a supporté l'année dernière au printemps, bien plus facilement que dans les grandes villes lorsque vous êtes enfermé dans un appartement de 30 mètres carrés. Et donc je pense qu'on a enfin découvert que la campagne, c'était pas ringard, c'était pas plouc, comme on dit en Bretagne, mais que c'était une valeur sûre au sein de laquelle il y avait une vraie qualité de vie et qui permettait de répondre à ces défis. C'est certain que la densification de la population à un endroit donné crée des risques sanitaires élevés. Néanmoins, aujourd'hui, on a beaucoup de métropolitains qui veulent venir en Bretagne et particulièrement dans les campagnes, en zone rurale, ce qui pose aussi un autre problème, celui de l'habitat, parce que les métropolitains achètent ou louent des maisons, des appartements, et il n'y en a plus pour les gens qui sont sur place. Alors c'est pas être poujadiste que de dire ça, mais voilà, il y a une réalité. Alors comment gérer cette réalité aussi sur le terrain ? Je pense que le problème de l'habitat... Excusez-moi, c'est un chat dans la gorge. Voilà, alors on chasse le chat. Je pense que le problème de l'habitat et le problème de l'exode urbain sont deux sujets différents, puisque nous avions depuis des années de l'habitat vacant qui ne se vendait pas. Et aujourd'hui, il se vend parce qu'effectivement, on a une demande d'urbains qui viennent acheter une maison principale ou secondaire, maison principale parfois aidée avec le télétravail. Donc il y a un manque de logements en milieu rural, de logements sociaux, de logements pour les familles, de logements adaptés pour les seniors dans les centres-bourgs notamment. Mais pour autant, nous avions du logement vacant qui ne répondait pas forcément aux attentes de nos habitants, qui ont été achetés par des urbains. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est vrai qu'il y a des enjeux à intégrer cette nouvelle population qui doit comprendre que la campagne est aussi un lieu de travail. Donc il y a des tracteurs, il y a des vaches, il y a des coqs qui chantent. On entend les cloches. On entend les cloches. Il y a des traditions. Donc, je pense que l'enjeu, il est plutôt là. C'est comment est-ce qu'on intègre une nouvelle population, comment on lui fait redécouvrir le plaisir de cette vie simple et traditionnelle à la campagne, et puis comment est-ce qu'on profite aussi de sa venue, parce que dans ces gens qui viennent de la ville et qui viennent notamment télétravailler, il y a aussi des compétences très intéressantes, des compétences qu'on peut intégrer dans les associations, dans les conseils municipaux. Donc, il ne faut surtout pas se priver de cet apport de nouvelles populations. Alors, il reste aussi, on parlait de la campagne, le fait peut-être de construire de nouveaux lotissements. On le voit dans certaines communes rurales, on empiète un petit peu sur l'agriculture, on en parle beaucoup de l'agriculture, même à la télévision avec ce très beau documentaire Nous paysans qui est passé sur France 2. Justement aujourd'hui l'agriculture souffre, est-ce qu'on va lui prendre encore un peu de terre, un petit peu plus ? Est-ce que là aussi il va falloir trouver un équilibre ? Alors moi je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les activités agricoles et la construction. Et je suis contre le principe de ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de prendre zéro terre dite agricole. Parce qu'en fait, nous avons autour de nos centres-bourgs des terres dites agricoles, mais qui n'ont aucun intérêt pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'elles ne sont déjà plus épandables, elles ne sont déjà plus cultivables, parce que ça peut créer des nuisances, parce qu'il y a des inquiétudes par rapport aux phytosanitaires, parce que ce sont des parcelles trop petites qui sont parfois enclavées sur 3 côtés, mais au titre des documents d'urbanisme et notamment des PLU, elles sont considérées comme agricoles, mais elles n'ont pas de valeur pour l'agriculture. Donc je pense qu'il faut qu'on commence par définir ce qu'est de la terre agricole qui a un intérêt agricole, et qu'ensuite on puisse trouver un juste équilibre avec la profession pour avoir à la fois une activité de production qui est nécessaire pour l'activité économique de la région et pour nourrir la population française. C'est la raison, c'est une des responsabilités de la Bretagne. Et puis la possibilité de construire. Alors peut-être pas des plaques de lotissement de 100 maisons comme on a fait il y a 20 ans dans les communes périurbaines et pas en milieu rural, mais des petits lotissements de 3-4 lots pour venir boucher ce qu'on appelle des dents creuses et qui viennent répondre à une attente de la maison individuelle, oui. Et en même temps, il faut travailler sur le logement vacant dont je parlais tout à l'heure pour reprendre notamment du logement de centre-bourg qui a besoin d'être rénové et qui a besoin d'être réhabité. Donc il faut à la fois travailler sur le logement vacant, mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire non plus de répondre à une aspiration légitime de nos concitoyens, d'avoir sa maison individuelle, son jardin, où les enfants peuvent gambader. C'est aussi ça la qualité de vie en milieu rural. Alors on va revenir aux élections départementales et à la politique. Vous vous présentez Thibaut Guignard sous une étiquette, on peut le dire comme ça, indépendante. Pourquoi ce choix ?
Alors moi, je n'ai jamais caché mes convictions politiques. Je suis membre du parti Les Républicains. Je suis indépendant au conseil départemental, tout simplement parce que j'ai été viré, excusez-moi de l'expression, de la majorité suite aux dernières élections sénatoriales, alors que j'étais le candidat officiel du parti investi. C'est un choix qui a été fait. Donc aujourd'hui, je suis indépendant, pas parce que je l'ai souhaité, mais parce qu'on me l'a imposé. Par contre, ça donne une certaine liberté de ton qui me convient parfaitement. Donc, je me présenterai à nouveau comme indépendant. Je continuerai à siéger en tant qu'indépendant. Mais je note quand même que dans le bilan de la majorité sortante, il y en a quand même une belle part que j'ai portée pendant 5 ans. Voilà, donc vous ne reniez pas évidemment tout ce que vous avez Absolument fait et le travail accompli sur le terrain. Et est-ce que le fait de vous présenter comme indépendant, ça vous a valu l'éloignement d'amis politiques? On ne demandera pas de nom. Hein. Les amis politiques, ils ne s'éloignent jamais. Les vrais amis, eux, parfois s'éloignent. Et ça, c'est peut-être ça le plus dur. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, c'est le plus dur à vivre. C'est peut-être ça le plus dur, oui. Donc, la campagne se lance, une campagne qui va être compliquée, hein, on l'évoquait tout à l'heure à demi-mot, en raison de la crise sanitaire. Alors, comment vous allez pouvoir aller, j'allais presque dire, prendre la métaphore, labourer le terrain ? C'est une vraie question. Alors l'avantage quand on est conseiller départemental comme je le suis et avec ma binôme Delphine Martin, nous sillonnons le canton depuis 6 ans. Donc même si on est un peu, c'est vrai, en mode pause depuis février dernier, on a quand même une parfaite connaissance du canton et les habitants nous connaissent bien. Mais c'est vrai que ça va sans doute être une campagne très particulière. Et la campagne à l'ancienne du conseiller général, comme on l'appelait avant, de porte à porte, de kermesse, vide-grenier et autres comices agricoles, je pense que ça va être compliqué cette année. Donc il faudra trouver de nouvelles méthodes, sans laisser pour autant la place uniquement au numérique, parce qu'on sait bien qu'on a une part de la population qui n'a pas accès ou qui n'est pas à l'aise avec le numérique. Donc il faudra continuer à avoir quand même des formes de communication directe. Alors vous parliez de conseiller général, hein, comme on le nommait jadis, qui allait sur le terrain, qui allait serrer des mains, hein, c'était quand même important. Avec les gestes barrières, c'est plus compliqué. Alors avec les gestes barrières, voilà, on ne serre plus de main aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de demandes de réorganisation des territoires. On en parle souvent dans cette matinale. On parle de la suppression, il y a des voix qui se font entendre pour la suppression des départements. Quel est votre point de vue là-dessus ? Moi, je suis pour l'Assemblée unique de Bretagne. C'est-à-dire que je suis pour la fusion des conseils départementaux et du conseil régional. Mais je ne suis pas pour la suppression des départements. C'est-à-dire que les Côtes d'Armor restent les Côtes d'Armor, et quand on est finistérien, on n'est pas morbihanais. Mais je suis pour la fusion des organes politiques et des administrations, c'est-à-dire le conseil régional et les conseils départementaux, les 5, pour créer une grande région de Bretagne, tourner vers Paris, mais tourner aussi vers Bruxelles. En fait, moi, ce que j'adorerais, c'est d'avoir une collectivité unique européenne de Bretagne, comme la collectivité alsacienne vient de naître, avec sans doute d'autres modes d'organisation, d'autres prérogatives, mais ça, c'est le principe de différenciation, comme l'a souhaité le gouvernement, mais qu'on ait véritablement une région forte qui se positionne sur l'échiquier national, ça je pense que c'est déjà fait, mais aussi sur l'échiquier européen. Voilà, aujourd'hui la porte c'est l'Europe finalement. Je pense qu'aujourd'hui, la porte, c'est l'Europe, l'enjeu, c'est l'Europe, et les vraies lignes de fracture au niveau politique, d'ailleurs, c'est bien l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des souverainistes à droite comme à gauche, il y a des europhiles à droite comme à gauche, et je pense qu'aujourd'hui, cette vraie ligne de débat, c'est plus de savoir si on fait partie de la droite qui est pro-développement économique ou de la gauche qui est plus sociale. La question, c'est de savoir quel rapport on a à l'Union européenne, qui est, à mon sens, la seule solution pour la France de continuer à exercer dans le concert des nations, parce que moi je suis attaché aux nations, je suis un patriote, mais un patriote pro-européen, selon l'expression de Michel Barnier. Alors, l'Europe, la Bretagne, vous avez prononcé un mot tout à l'heure à 5 départements. Dois-je en déduire que vous êtes quand même plutôt pour le retour de Nantes en Bretagne ? Parce que Nantes est partie de la Bretagne. Là aussi, il y a des réalités administratives et il y a des réalités historiques, géographiques, humaines, sociales, qui font que Nantes n'est jamais sortie de la Bretagne, véritablement. Sauf de la Bretagne administrative. Alors, comment faire revenir Nantes en Bretagne ? C'est le grand débat actuellement. Eh bien, il faut redessiner, pour le coup, d'un point de vue administratif, la Bretagne à 5 départements, en ayant vérifié l'accord et l'adhésion de la population, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de réforme
réforme institutionnelle s'il n'y a pas d'adhésion de la population, et c'est bien normal. Donc il faut redessiner cette Grande-Bretagne à 5 départements. Il faut lui donner une assemblée unique de Bretagne qui gère les compétences de la région et des conseils départementaux, qui soient vraiment un organe fort, puissant, avec des moyens, et qui soit une fois de plus connecté directement à Paris et à Bruxelles. Et facilement identifiable aussi sur le terrain, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que nombre de Bretons ne savent pas qui est conseiller régional ou qui est parfois même conseiller départemental. Là aussi, ça donnerait plus de visibilité à celles et ceux qui dirigent. C'est pour ça que je rajouterais un petit élément par rapport à ma vision des choses, c'est qu'il faudrait une assemblée unique de Bretagne avec les compétences de la région et du département, mais un mode d'élection dans les territoires. C'est-à-dire que les scrutins de listes régionaux font qu'effectivement un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre de conseillers régionaux sont inconnus ou déconnectés du territoire. Le mode d'élection par canton, par exemple pour les conseillers départementaux, ou par circonscription pour les députés, fait qu'il y a un attachement au territoire, il y a un lien, il y a une connaissance, on connaît son député, on connaît son conseiller départemental, à l'inverse, ils connaissent la population. Donc je pense que les nouveaux conseillers et conseillères siégeant dans cette assemblée unique de Bretagne devraient être élus de manière territorialisée. Voilà, donc là encore, les territoires au cœur de cette campagne. Quels sont les axes justement de votre campagne, Thibaut Guignard ? Moi je pense qu'on a besoin de défendre le canton de Plaintel qui s'étire du Bodéo à Trédaniel en passant par Plaintel, Ploc-l'Hermitage et Nonc et Soie Moncontour, parce que nous avons quand même 2 pôles importants que sont Saint-Brieuc et Loudéac, on pourrait dire 3, Saint-Brieuc, Loudéac, Lamballe, et entre les deux, il y a cette frange rurale. On n'est pas dans une ruralité profonde, comme disent certains, ou une hyper-ruralité, pour faire plus moderne. On n'est pas non plus dans du périurbain. On est un petit peu entre les deux. On a la proximité de la ville, la proximité des bassins d'emploi, mais la qualité de vie. Mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à exister ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait être étouffé, finalement. Étouffé, exactement, entre les 2 agglomérations au sens bassin de vie et non pas au sens intercommunalité, mais entre les 2 agglomérations de Saint-Brieuc et de Loudéac. Alors justement, l'intercommunalité, vous venez de prononcer le mot aujourd'hui, on en parle beaucoup. J'allais presque dire de façon un peu triviale qu'on met l'intercommunalité un peu à toutes les sauces. Comment elle va trouver sa place, justement ? Alors imaginons demain une assemblée de Bretagne, comment elle va trouver sa place, cette intercommunalité ? Avec l'Assemblée unique de Bretagne, l'intercommunalité serait l'interlocuteur de terrain pour la nouvelle Assemblée, bien évidemment. Aujourd'hui, l'intercommunalité, elle sera ce que les élus en font. C'est-à-dire que vous avez des intercommunalités où le projet politique, c'est d'avoir une intercommunalité très très forte qui viennent se substituer aux communes, et vous avez d'autres projets politiques qui consistent à dire que l'intercommunalité reste bien une communauté de communes, c'est-à-dire un établissement public de coopération intercommunale, que l'échelon de base qui a la légitimité, c'est la commune, et qu'elle mutualise à l'échelle de l'intercommunalité. C'est, je pense, ce qu'ont bien compris les intercommunalités des Côtes-d'Armor, parce que nous avons, et là c'est une chance, pas de métropole qui fait qu'on ait des intercommunalités très urbaines où les villes-centres viennent écraser les communes limitrophes. Donc on a des intercommunalités qui sont, même si les découpages sont parfois un peu surprenants, qui sont équilibrés. Et donc on a moins ce risque que dans d'autres départements. Mais en fait, l'intercommunalité, elle sera ce que les élus en font. Voilà, donc là aussi à penser, à imaginer pour le futur. Il nous reste, on va dire 2 minutes, Thibaut Guignard, vous parliez tout à l'heure de l'Europe, je l'ai dit en commençant, vous êtes président de Leader France, est-ce qu'on peut en dire un mot de Leader France, parce que ça ne parle pas forcément à nos auditeurs ? Leader France, c'est la Fédération nationale des programmes leaders. Les programmes leaders, ce sont 339 territoires ruraux de France hexagonale et d'outre-mer qui bénéficient de fonds européens pour participer à leur développement. Donc des territoires qui se sont organisés avec les élus, la société civile, pour demander à l'Union européenne, via les régions, une somme de fonds européens qu'ils gèrent sur le terrain pour financer des projets. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant, qui montre que l'Union européenne, depuis 1993, s'appuie sur les territoires pour la gestion de ces fonds. Donc quand on dit que l'Union européenne, c'est des technocrates, c'est bruxellois, c'est centralisé, etc., eh bien c'est pas tout à fait le cas, puisque depuis presque 30 ans, l'Union européenne fait confiance aux acteurs du territoire pour la gestion des fonds au plus près des porteurs de projets.
Donc finalement, l'Europe est dans les territoires, même si on ne la voit pas. L'Europe est dans les territoires et c'est notre responsabilité, nous qui gérons les fonds européens ou qui en sommes bénéficiaires, collectivités, associations, entreprises, de donner une visibilité à cette intervention de l'Union européenne dans les territoires. Alors on va terminer en quelques mots, Thibaut Guignard. On a beaucoup parlé, alors à tort ou à raison, du monde d'après, au moment où un petit robot se pose sur Mars. Comment on peut l'imaginer, le monde d'après, le monde même politique d'après, après cette pandémie, après toutes ces complications ? Oh, il sera sans doute très différent parce que je pense que la pandémie a révélé beaucoup de choses. Elle a révélé des nouvelles priorités, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la sécurité sanitaire et par rapport à la santé. Elle a fait venir sur le devant de la scène des professions qui étaient un peu oubliées, qui désormais sont considérées comme essentielles et prioritaires, et tant mieux. Il va falloir que ça suive dans la revalorisation des statuts, des salaires, etc. Et puis, elle va aussi sans doute en politique laisser des traces parce qu'on a bien vu qu'il y avait pendant cette pandémie des élus responsables de gauche, de droite, du centre, En Marche qui abordaient cette pandémie avec pragmatisme, avec responsabilité. Et puis il y en a d'autres qui ont été dans la polémique permanente, quitte à être contredits par la science dès la semaine suivante. Donc je pense que ça va peut-être faire un petit peu d'écrémage entre ceux qui ont suffisamment de responsabilité pour faire de la politique et ceux qui sont là uniquement pour faire de l'agitation. Et pour autant, quel sera le monde d'après ? C'est aussi la présidentielle de 2022 qui va en décider, avec certaines forces qui ont un peu du mal à s'organiser. Un président sortant qui a eu un mandat extraordinaire, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres comme ça depuis bien longtemps. Et donc, c'est aussi la présidentielle de 2022 qui remettra les compteurs à zéro. Voilà, vous avez déjà votre petite idée de qui vous soutiendrez ou de quel parti vous vous rapprocherez ? En tout cas, je regarderai quel est le projet français pour l'Europe. Eh bien, merci Thibaut Guignard d'avoir été avec nous en direct ce matin dans la matinale de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes maire de Ploc-l'Hermitage, conseiller départemental, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération et président de Leader France et candidat aux élections départementales de juin prochain. Vous étiez en direct avec nous dans la matinale. Je vous en remercie. Bonne journée. J'ai entendu dire que, et on va terminer vraiment là-dessus, que Ploc était la commune où il y avait le plus neigé cet an dernier. J'ai vu ça aussi sur une grande chaîne nationale, mais en tout cas ça a permis de faire de belles images dans le 20h. Voilà, j'allais vous poser la question, savoir combien de mètres de neige vous aviez eu. Merci Thibaut Guignard d'avoir été avec nous en direct ce matin. Il est 8h54. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.